Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, grève des concessionnaires du nettoiement. Ils réclament 7 milliards d'arriérés de salaire. Ils ont observé ce lundi un arrêt de travail. Barthélémy Diaz maintient sa candidature à la mairie de Dakar. Il l'a réaffirmé cet après-midi. Timide reprise des cours à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Après une semaine, ce n'est pas encore le grand rush. Notre reportage du jour nous mène dans le sud-est, à Saraya. Ce département a été le théâtre d'un exercice de simulation de gestion de crise. Reportage étonnant à suivre. Il était un inconditionnel des Lions de la Teranga. Abdoulaye Kam, 12e Gaïndé, a été inhumé aujourd'hui à Linguère devant ses proches et la famille du football. Sur l'international, l'onde de choc au Soudan, 3 personnes tuées et 80 blessées par des tirs de l'armée soudanaise lors de manifestations massive dénonçant le coup d'État. Certains parmi vous n'ont pas entendu le strident klaxon de la benne tasseuse ce matin. Des concessionnaires du nettoiement réclament 7 milliards d'arriérés de salaire. Ils ont observé un arrêt de travail ce lundi. Résultat, la collecte des ordures n'a pas été faite dans certains quartiers de la capitale. Voyons tout cela avec Marcel Farba-Maroun et Alun Diagne. Des camions et travailleurs à l'arrêt, aucune entrée ni sortie notée. Il est évident que le personnel appartenant à cette entreprise n'effectuera pas de sitôt son travail de ramassage d'ordures dans la capitale. À l'origine, une ardoise de 7 milliards de francs CFA. Nous avons travaillé pendant des mois sans recevoir de facture. Du fait qu'actuellement, nous n'avons plus de carburant à mettre sur les véhicules, nous sommes obligés de garer les véhicules en attendant d'avoir une route plus claire. Lors de notre dernière réunion, on était tombé d'accord sur ceux qui ont du carburant pour continuer leur travail jusqu'à l'épuisement de leur carburant. Mais ceux qui ne l'ont pas n'ont qu'à garer les véhicules jusqu'à nouvel ordre. Ces concessionnaires attendent ainsi que la situation se décante, sauf que pour l'heure, le bout du tunnel semble loin. On a essayé de parler avec notre coordonnateur, à savoir M. Thiam, mais qui refuse de nous recevoir. Ça fait 18 jours qu'on est en train de lui demander une audience, mais il dit niet. Il ne reçoit pas. On est toujours ouvert au dialogue, mais malheureusement, il est en train de parler du n'importe quoi, nous menacer. Alors, je ne sais plus avec quel pied danser. Je pense que nous sommes dans un pays de dialogue. S'il y a une chose dégradable comme celle-ci, je pense qu'il devait nous recevoir, nous parler. Même s'il nous promet, on pourrait en parler avec nos fournisseurs qui peut-être nous comprendront en nous donnant du carburant pour pouvoir circuler. Mais malheureusement, on n'a aucune information de lui. Pour l'instant, l'arrêt des activités de ces concessionnaires ne se fait pas ressentir à Dakar. Il nous a même été donné de constater des camions collectant des ordures dans certains coins. Mais l'impact devrait être plus considérable dans les prochains jours si la situation n'a bien évidemment pas évolué. Dans l'actualité également, le personnel du groupe des médias sous le choc après le passage ce matin d'un huissier de justice accompagné par plusieurs éléments de la gendarmerie nationale pour un inventaire du matériel. Situation qui fait suite à un redressement fiscal adressé à la maison de presse. Le Saint-Pix appelle à la négociation et à la sérénité. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Tierno Lormedi. Le problème du fisc avec le groupe des médias a pris une autre tournure ce matin. La descente des gendarmes dans les locaux du groupe des médias pour accompagner les huissiers venus faire l'inventaire du matériel a provoqué l'indignation. Difficile de faire notre travail si on est assailli par des gendarmes accompagnant huissiers. Au moins 3 fourgonnettes de la gendarmerie mobilisées pour un inventaire, ce qui est assez risible, je dirais, pour ne pas utiliser le mot ridicule. En dépit de ces tracasseries financières, Birahim Touré insiste sur la sauvegarde de l'emploi de ces jeunes journalistes du groupe. Quand on met en exergue un programme, à savoir Khayundaouni, pour permettre à des jeunes de pouvoir trouver un travail et qu'à côté, paradoxalement, on crée des problèmes à un groupe où il y a beaucoup de jeunes qui travaillent,
et qui sont peut-être en passe de perdre ce travail, ça pose problème. Et aujourd'hui, venu apporter son soutien au personnel, le secrétaire général du SYNPICS estime que cette situation pouvait bien être évitée si les deux parties avaient accepté de négocier. Il faut qu'on arrête cette escalade. Ça ne nous mènera à rien du tout. Et qu'on revienne très sereinement autour de la table de négociation et qu'on mette en avant les procédures qui sont prévues par la loi fiscale au Sénégal. Parce qu'on n'est pas obligé d'en arriver là. Pour rappel, le promoteur du groupe de presse, Bougane Gueye, a reçu un redressement fiscal de 2,4 milliards, ce qu'il conteste jusque-là. Merci Fat Bintou. En politique, Barthélémy Diaz maintient sa candidature à la mairie de Dakar. Il ne compte pas céder la place à Soham Wardini. Il l'a réaffirmé cet après-midi à l'occasion d'une conférence de presse. Le voici. Nous confirmons, nous persistons et nous signons que nous sommes candidats à la mairie de Dakar pour le compte de la coalition Taxawu Dakar dirigée au niveau national par M. Khalifa Ababacar Sall. Et je pense que tous ces noms que j'ai cités, tous ces visages que vous voyez ici, je pense que personne ne peut nous demander si nous sommes de Taxawu Dakar ou pas, parce que nous sommes Taxawu Dakar. Aujourd'hui, nous tous nous reconnaissons les valeurs de Barthélémy Diaz, son courage, son sens élevé du travail, mais surtout sa responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous, en tout cas, pour la grande majorité au niveau de Dakar, nous avons porté notre choix sur sa personne pour diriger au destiné de la ville de Dakar. Nous ne reprochons absolument rien à Mme Soham Wardini, qui est une militante de première heure, qui s'est toujours battue pour la coalition, qui s'est toujours battue pour Khalifa Sall. Mais vous savez, nous allons vers des élections. Si nous tous nous savions que Soham Wardini avait... Les jeux sont donc loin d'être faits. Soham Wardini ou Barthélémy Diaz, comment ce tiraillement pourrait finalement enrayer la machine? Il y a eu Askanui, élément de réponse, Mamadou Fall et Diafaraba. Soham Wardini, Barthélémy Diaz, deux leaders pour une seule couronne. Cela disputé peut impacter sérieusement leur formation politique, à savoir la coalition Taxawu Sénégal et Yewwi Askan Wi. Un des deux seulement peut être présenté comme candidat à la candidature pour les élections locales de janvier 2022. Yewwi, aujourd'hui, va impacter sur l'avenir de cette coalition. Peut-être où nous sommes, ce qui pourrait sauver cette coalition, c'est un sursaut quand même un sursaut salvateur. Et ce sursaut salvateur pourrait provenir de Khalifa Sall, qui pourrait peut-être user de son entre-gens, mais également des relations qu'il entretient entre les deux candidats. Ce qui doit obéir à des normes bien établies selon le coordonnateur de la coalition. Pour lui, il est impératif d'organiser une assemblée aidant à faire le meilleur choix. Taxawu Sénégal se doit de se réunir et de décider qui est son candidat à la candidature. En ce moment, il n'y a pas de problème. Et c'est ce problème-là que je pose. Ce n'est pas un problème partisan. Je ne suis pas partisan. Je suis au-dessus de la mêlée. Et sous ce rapport, j'ai demandé l'annulation du PV et la convocation d'une commission d'investiture pour régler définitivement cette question-là. Pour Cheikh Gueye, le choc des égos est toujours d'actualité dans une formation politique, mais l'essentiel est de s'accorder autour de l'essentiel. Les chocs d'ambition, on les a toujours trouvés, et c'est tout à fait normal en politique. Qu'il y ait des chocs d'ambition, c'est tout à fait normal. Mais si nous suivons les règles du jeu, les règles qui nous régissent, nous pouvons nous entendre. Pour rappel, la candidature de Mme Soham Wardini a été déclarée forclose à Taxawu Sénégal, mais un procès verbal qui n'est pas régulier, selon Cheikh Gueye. Les élections locales auront un retentissement national selon le directeur de cabinet du président de la République. Pour Mahmoud Saleh, les résultats qui en découleront vont clarifier le débat politique, notamment l'éventuelle troisième candidature de Macky Sall. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Les élections territoriales ont plusieurs enjeux politiques. Elles peuvent même déterminer la candidature de Macky Sall en 2024, selon le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État. Élections locales, elles ne seront locales que de nom. C'est des élections politiques, c'est des élections nationales. Peu importe la personnalité de la personne qui incarne notre liste. Elle n'est pas déterminante. C'est l'enjeu politique contenu dans les élections
qui est déterminant. Nañ koy génne mooy trancher le débat sur la candidature en 2024. Mahmoud Saleh taxe Ousmane Sonko, Khalifa Sall et compagnie de néhilistes. Il les qualifie d'opposants anti-républicains. Le Sénégal a besoin, comme nous, d'une opposition républicaine. Et cette opposition-là, aujourd'hui, prend la configuration de Wallou, qui, s'il était préoccupé par l'objectif politique d'affaiblir le président Macky Sall, aurait adhéré à Yewwi. Mais ces deux oppositions qui ne sont pas de même nature politique. Mais l'opposition nihiliste, anti-institutionnelle, qui veut démanteler les institutions de la République, qui veut casser l'harmonie de la population sénégalaise. Nous, c'est une opposition bu nga xamante ni bu ñu génnee ci élection locale yi war na leen gasal bàmmeel sëkkal leen ñu ne leen. Il a aussi profité de l'occasion pour dévoiler les candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la ville de Mbour, Cheikh Issa Sall et Saliou Samb pour le conseil départemental. Dinañu wax président Macky Sall que la ñu fekk Mbour dal na suñu xel fekk nañ fa njaboot bu déggoo bu àndandoo bu engagé bu dynamique. Mahmoud Saleh invite alors ses partisans de la coalition Benno Bokk Yakaar à s'unir pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier. Et toujours à Mbour, cette précision du maire Fallou Sylla, il n'a pas rallié la coalition Gëm Sa Bopp, il part plutôt sous la bannière socialiste. Il n'empêche, il fera face à la coalition présidentielle. Le Parti socialiste au niveau de Mbour m'a investi comme candidat du Parti socialiste à la mairie de Mbour. Je suis le coordonnateur du Benno Bokk Yakaar. Mais à notre grande surprise, les éléments de l'APR se sont réunis avec une partie de je ne sais quelle coalition pour dire qu'ils ont déjà choisi pour la mairie de Mbour. Moi, j'ai dit qu'un maire ne se décrète pas. C'est la population qui choisit. Ils ont dit qu'ils ont choisi Cheikh Issa Sall comme maire de Mbour, Saliou Samb comme conseiller départemental. Bon, ça, on a été surpris parce que nous n'avons jamais été conviés à ça. On ne nous a pas convoqués. Il n'y a rien. Nous, au niveau du Parti socialiste, on s'est dit que bon, voilà, comme les gens là maintenant ne nous parlent plus, ils font ce qu'ils veulent. Nous, maintenant, on va vous investir au niveau du Parti socialiste. Je dis bien au niveau du Parti socialiste. Après l'investiture, Bougane, en revenant de Kaolack, a tenu à nous rendre visite. Vraiment, il a sympathisé parce que ça a été clair. Il a dit qu'il nous soutenait. Maintenant, que les gens disent que le Parti socialiste et le maire de Mbour ont rejoint Gëm Sa Bopp et Bougane, ça, j'ai démenti. Ça, le maire de Mbour est socialiste et restera toujours socialiste. Et nous allons aller sous la bannière du Parti socialiste. Tout autre chose, les cours ont repris à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce n'est pas encore le grand rush, même si certains étudiants commencent à fréquenter l'établissement. Les Sanarois souhaitent vivre une année sans perturbation. On voit tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. La reprise des cours est effective à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Une reprise très timide. Ici, certains étudiants n'ont pas encore fait le déplacement. La présence de tous les étudiants n'est pas encore notée. Parce que d'habitude ici, à cette heure-là, on remarque qu'il y a beaucoup de monde ici. Adama Diédhiou est arrivé à l'UGB hier. Il vient juste de reprendre les cours. Selon lui, la situation est pour le moment stable. Vu que la situation est pour l'instant stable, il n'y a pas encore de grève ni de débrayage, ce genre de trucs. Et je pense que tout sera bien, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année. Les étudiants ont aussi apporté quelques détails sur la reprise des cours. Sur le plan pédagogique, les professeurs ont déjà accéléré la cadence, selon cet étudiant en Master 2. Et sur le plan aussi pédagogique, les cours commencent. On a commencé à faire des cours. Vraiment, sur le plan pédagogique, les cours ont commencé et les profs aussi sont en train de dérouler. À l'UGB, l'assainissement et le problème de l'eau ont été les véritables problèmes qui occasionnaient toujours des conflits entre les étudiants et la direction. Aujourd'hui, une partie de ces revendications a été réglée. Les étudiants veulent que la direction du CROUS fasse encore beaucoup plus d'efforts. Il y avait des problèmes d'eau, des problèmes d'assainissement, mais je pense que les gens ont réglé cela.
Ils ont réglé cela. Bon, ils sont en train de travailler sur certains trucs, certains problèmes. Ici, la question de la réouverture des restaurants n'est plus qu'un vieux souvenir. Les étudiants sont bien pris en charge. Nous avons constaté une grande amélioration par rapport à l'année dernière. Le directeur du CROUS s'investit quotidiennement pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Ça, au niveau du restaurant, nous le constatons et nous le disons. À l'UGB, tout se passe normalement, sauf quelques étudiants qui n'ont pas encore fait le déplacement. Pour certains étudiants rencontrés, la situation va vite revenir à la normale dans les prochains jours. Merci Ousseynou. Renflement du bac de Foundiougne. Les autorités ont sorti les grands moyens pour réussir l'opération. C'est une grue de 180 tonnes sur barge qui a été mobilisée. Reportage Aminata Goudabi, Abdoukarim Bey. C'est un réel soulagement. Pendant presque 48 heures de manœuvre, les techniciens ont réussi à renflouer le bac de Foundiougne. Il s'était immergé depuis jeudi dernier et c'est un lourd arsenal qui a été mobilisé pour cette opération. Il fallait mobiliser de grands moyens pour pouvoir le sortir. Heureusement qu'avec nos partenaires, ont accepté rapidement de se mobiliser dans l'urgence pour nous aider à sortir le bac. Ça, c'est des moyens qui coûtent excessivement cher, difficiles à mobiliser. Heureusement, quand la situation s'est posée avec le DG de l'ANAM, nous avons pu disposer justement de ce barge avec une grue de 180 tonnes pour nous aider à sortir le bac de l'eau. Après l'avoir tiré de l'eau, l'embarcation sera réparée. Elle était déjà en panne depuis plusieurs jours. Nous sommes avec les plongeurs en train de regarder s'il y a des voies d'eau. Donc est-ce qu'il n'y a pas au niveau de la tôle des parties qui sont endommagées? Il y a effectivement quelques parties qui sont endommagées. C'est pourquoi il y a une équipe de soudeurs qui est mobilisée, qui est en route qui va procéder aux travaux de soudure sous-marine. Mais aussi, il faut en profiter pour régler toutes ces questions liées aux rampes qui sont endommagées. Moi, j'ai demandé aux équipes de prendre tout le temps nécessaire pour faire en sorte qu'au sortir de ce bac, que les populations puissent se sentir en sécurité. Le directeur des routes demande en outre aux populations de Foundiougne de prendre leur mal en patience. Ce sera bientôt la fin de leur calvaire avec la mise en service du pont à péage de Foundiougne. Moi, ce que je peux dire aux populations de Foundiougne, c'est que d'abord de remercier l'État qui a, dans les programmes du ministère, fait en sorte que en tout cas, le département de Foundiougne puisse bénéficier de cet ouvrage qui va être terminé d'ici la fin de l'année. Le bac était là depuis plusieurs années, soulager les populations. Aujourd'hui, il y a un pont qui est en cours de finition et je pense que c'est d'abord la solution la plus durable qu'on pouvait imaginer. Mais en attendant la réparation de la pente du bac, ce sont les pirogues qui assurent la traversée entre Ndahonga et Foundiougne. La direction des routes a doté les populations de Foundiougne d'un important lot de gilets de sauvetage. Merci Aminata. Allons maintenant dans le sud-est du Sénégal, Soraya, théâtre d'un exercice de simulation de gestion de crise. L'objectif, tester la capacité de réaction des forces de défense et de sécurité. Vous allez le voir, l'opération était un grand événement pour les populations. Ibrahima Djebahate. De par sa position géographique de ville frontalière au Mali, le département de Saraya constitue une menace réelle d'infiltration terroriste. Pour mieux faire face à d'éventuelles surprises, les autorités administratives, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies chargée des migrations, ont initié un exercice de simulation de gestion d'une crise à Saraya. Ce matin, nous avons été alertés d'un afflux massif de personnes qui venaient de la frontière vers le Sénégal. Et lorsque les éléments de la police des frontières ont détecté ce mouvement de foule, ils ont alerté le préfet qui a mis en place rapidement une cellule de crise qui a remonté jusqu'au niveau régional et on a mis en place un état-major de crise qui nous a permis de gérer. Mais au fur et à mesure qu'on gérait cette crise, cette opération, on s'est rendu compte qu'il y avait une infiltration. Et cette infiltration nous a permis de comprendre que réellement il y avait une attaque terroriste à l'intérieur. Il s'agit à travers cette mise en scène de tester les capacités de réaction rapide et d'organisation des forces de défense et de sécurité en position dans cette zone. Ce que nous visons, c'est nous préparer, mais se préparer et se mettre dans une situation réelle où tout peut survenir. Ne pas être surpris, tester la capacité de réaction de nos forces de défense et de sécurité, mais tester la capacité d'organisation en matière de gestion de crise des autorités de la région. Au-delà de cet exercice, les quelques défaillances et manquements notés ça et là feront l'objet d'une prise en charge réelle afin d'apporter tous les correctifs nécessaires au sein de ces forces de défense et de sécurité en position dans le département de Saraya. Et comme beaucoup d'écoliers, vous avez peut-être commencé cette journée sous la pluie.
À la date du 25 octobre, ces précipitations sont normales selon la météo nationale. Nous entamons d'ailleurs la dernière semaine de l'hivernage. La pluie de ce matin n'était pas donc une pluie hors saison. On a enregistré des pluies aujourd'hui et hier d'ailleurs. Et ces pluies-là viennent dans une période en général où on ne s'attendait pas à des pluies. Donc on peut se poser la question, est-ce des pluies hors saison? Non. On a connu depuis ces dernières années-là que la saison effectivement déborde un peu vers fin octobre, des fois même vers début novembre. Et ce phénomène-là peut être attribué effectivement au changement climatique. Parce qu'au changement climatique, c'est un dérèglement un peu de ce qui se passe d'habitude. C'est pour cela maintenant en France même, on utilise le terme dérèglement climatique. Donc on peut attribuer vraiment ces pluies-là au changement climatique. Les pluies n'ont rien à voir avec les pluies de Hugues qu'on connaissait ou les pluies hors saison. C'est des pluies naturelles, des moussons qu'on a, donc ça n'a pas un rapport direct avec la fraîcheur. Mais effectivement, on est en train de voir la fraîcheur entrer. Donc nous, on se dit que cette semaine-là, c'est peut-être la dernière semaine pour avoir des pluies, ne serait-ce qu'au centre et au nord. Peut-être des rares pluies au sud après. Et restons avec la direction de la météo nationale. 25 chefs de stations régionales ont bénéficié d'une formation de renforcement de capacité. L'ANACIM cherche à mieux vulgariser l'information météorologique auprès des cultivateurs et pêcheurs. Voyons tout cela avec Fatbintou Conté et Tierno Laurent Mendy. L'information météorologique faisait défaut dans certaines localités du pays. L'accès aux données pour les paysans comme les pêcheurs était parfois difficile. L'information climatique maintenant précise faisait un peu défaut. On a des informations globales comme vous le voyez à la télé et ailleurs, mais ce qu'on aimerait c'est donner maintenant des informations site par site. Le département. Vous savez très bien que dans un lieu, prenons par exemple un champ, il peut pleuvoir sur un champ et le champ à côté il ne pleut pas. Donc l'information doit être vraiment très précise. D'où le renforcement de capacité de 25 chefs de station issus des 14 régions du Sénégal. Car les changements climatiques se font beaucoup plus sentir à l'intérieur du pays. Donc pour cela, on a fait des formations pour un peu doter nos chefs de station, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de capacités, pour qu'ils puissent appuyer le développement au niveau local. Aujourd'hui, ce séminaire-là, c'est de leur former, de monter les produits qui existent et de leur donner un peu tous les outils, les rudiments nécessaires en tout cas, pour pouvoir sur le terrain, arriver sur le terrain, donner des informations aux différents partenaires, n'est-ce pas, que ce soit les organisations paysannes, que ce soit les organisations, n'est-ce pas, de pêcheurs, d'éleveurs, etc., pour qu'ils puissent maintenant se prémunir en tout cas aux variations climatiques. Et cela peut avoir, cette formation, un impact positif sur ces paysans au moment de la récolte. Des fois il pleut, beaucoup même d'ailleurs, 20 mm, et le gars pense que le sol est mouillé, il faut semer, et on sème, et après il reste 15 jours sans pluie. Donc toute la saison presque est perdue, tu as perdu ta main d'œuvre, tu as perdu tes engrais, tu as perdu aussi tes semences. Donc toutes ces questions-là peuvent être évitées si on gérait d'une manière climatique, ce qu'on appelle maintenant une gestion climatique maintenant des différentes activités au niveau champêtre. Cette formation de 2 jours sera axée sur les techniques météorologiques pour pouvoir aider ces populations. Merci Fat Bintou et venons-en à cette marche rose contre le cancer du sein et au cancer gynécologique. Elle a eu lieu hier dimanche à l'initiative de l'Association des femmes médecins du Sénégal. L'événement est organisé dans le cadre d'Octobre Rose, mois de sensibilisation. Les femmes médecins appellent à la prévention et au dépistage précoce notamment. Cher Diop, Ababakar Kamara. Elles sont aussi de la partie pour la sensibilisation. Les membres de l'Association des femmes médecins du Sénégal s'engagent à faire tout leur possible pour la lutte contre le cancer. Pour rendre hommage aux femmes qui se battent contre le cancer du sein, y compris les femmes médecins. C'est pour ça le slogan Octobre Rose, ça nous concerne aussi. Ça veut dire que nous-mêmes, femmes médecins, nous en souffrons et nous nous battons. Donc la population également doit prendre exemple et se battre contre cette maladie. Et prévenir surtout par beaucoup de choses qui peuvent prévenir ces maladies, dont la lutte contre le stress, le sport, l'alimentation saine, mais également l'autodépistage. Qu'elle n'ait pas peur, le cancer maintenant se soigne. Il faut le dépister tôt, mais on peut le soigner. Ça peut être comme une maladie chronique, comme le diabète, l'hypertension, etc. Mais il faut se dépister tôt, il faut se prendre en charge. Prenons du temps pour nous. Le cancer, un réel problème de santé publique. Quels sont les facteurs qui favorisent cette maladie? Le stress est un facteur de risque de cancer, de hypertension, de diabète, etc. Et le cancer du sein aussi, le stress joue. Donc il faut qu'on apprenne à prendre soin de nous, à éviter les facteurs de stress, à avoir une alimentation saine, faire du sport. Le mois d'octobre aussi dédié à la lutte contre les cancers. Alors, plus de vigilance et l'application à la lettre des recommandations des personnels de santé pour vaincre ensemble cette maladie.
Et la directrice générale de la santé a pris part à cette marche marche de sensibilisation au cancer du sein et des cancers gynécologiques. Marie-Khémesse Ngom Ndiaye s'est exprimée sur la forte baisse des cas de Covid au Sénégal. La baisse, oui, une partie, parce que vous savez, par rapport aux solutions qu'on a, il y a pour une grande partie ce qu'on appelle la sensibilisation et la mobilisation. Et c'est pourquoi même dans la période d'Octobre Rose, pour la lutte contre le cancer, les cancers de façon générale, mais surtout les cancers gynécologiques, qui sont donc des cancers chez la femme, nous demandons à chaque fois qu'on a un petit instant de dire que, écoutez, la Covid est toujours là. Donc il faut continuer non seulement la sensibilisation, le respect des gestes barrières, mais surtout la vaccination qui nous donne une immunité collective. L'actualité, c'est aussi le Gamou de Ndiassane. Des milliers de pèlerins sont attendus à la cité religieuse. Le calife recommande aux fidèles de respecter scrupuleusement les mesures barrières. Cheikh Anta Diop se l'attire. Ndiassane, aux alentours de la grande mosquée, les pèlerins font la queue pour accéder au mausolée de Mame Cheikh Bou Kounta. Des hommes en tenue, préposés pour hériter, veillent au grain. Ici, le port du masque est obligatoire. Le calife nous a donné des ordres pour respecter les mesures barrières. Porte-masque, c'est obligatoire. L'entourage de la grande mosquée, et les mausolées, tout cela sécurisé par nous. Si tu viens, si tu n'as pas de porte-masque, on te libère le masque, on te donne un gel hydroalcoolique et tu passes sur la grande mosquée, tu fais tes prières, le mausolée, tu passes, fais tes prières. Il n'y a pas de problème. Vient de Bargny, malgré cette fine pluie qui s'abat sur Ndiassane, sacrifie à la tradition, la ziara au mausolée de Mame Cheikh Bou Kounta. L'État a beaucoup fait pour nous en matière d'infrastructure, mais ce que nous demandons aux autorités, c'est de construire une très grande salle. Parce que regardez, cette salle qui doit abriter le Gamou de ce soir est exiguë. La salle ne peut pas contenir tout ce beau monde. Pour cette 137e édition du Gamou de Ndiassane, une délégation gouvernementale est attendue ce soir pour la cérémonie officielle. Merci beaucoup, Cheikh Anta. Et rappelons que vous pourrez suivre tout à l'heure le Gamouat de Medina Baye avec nos équipes déjà sur place. Linguère a rendu un ultime hommage à Abdoulaye Thiam, l'emblématique supporter des Lions de la Teranga. Il a été inhumé aujourd'hui à Linguère Kumba en présence de ses proches et de la famille du football. Voyons tout cela avec Mohamedou Moustapha Ndiaye et Oubaraka. Linguère a réservé un dernier accueil à son illustre fils Abdoulaye Thiam, plus connu sous le nom de 12e Gaïndé. Il a été accueilli par une foule immense. Dans son quartier Linguère Kumba 1, l'émoi et la consternation se lisent sur tous les visages. Parents et amis témoignent. Non, il était jovial, il était bon. Il travaillait à la poste comme chauffeur, mais on ne savait même pas qu'il était un fonctionnaire. Il était un 12e Gaïndé. Il était vraiment très social. Il était très social, il était bien. Vraiment, c'est quelqu'un à qui il faut rendre hommage et prier pour que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Il est resté toujours le même. Donc avec ses semblables, vraiment, il n'a pas du tout changé. On s'est appelé et il m'a confirmé vraiment son état de santé qui s'améliorait. Mais vraiment, j'ai été très surpris vraiment d'entendre qu'il nous a quittés. Les témoignages sont unanimes. Grand sportif, Abdoulaye Thiam fut un grand gardien de but de l'ASC ODB avant d'intégrer la commission des arbitres de Linguère. Social, humble et engagé pour son pays, il portait le Sénégal dans son cœur. Tout ce qui l'intéressait lui, c'est le drapeau du Sénégal. Il a été de toutes les sorties des équipes nationales, je peux dire. Il a fait pratiquement le tour du monde, le tour d'Afrique avec l'équipe nationale. On se souviendra toujours de son image à la Coupe du Monde 2002 quand le Sénégal a battu la France. On l'a vu en gros plan avec les larmes. C'est ce jour qu'il est entré dans l'histoire et par la grande porte. Et aujourd'hui, il rentre ici à Linguère, je peux dire un héros. Vous avez vu l'accueil avec les jeunes qui sont mobilisés pour l'accueillir, le 12e Gaïndé qui l'accompagne. Le patriote vient d'accomplir son dernier souhait d'être entouré du drapeau national qu'il a toujours arboré avec beaucoup de fierté dans plusieurs stades du monde. C'est un ami, un frère, un compagnon de chambre. Parce que mine de rien, il évolue en équipe nationale. Si ma mémoire est bonne, c'était en 1994. En 1994,
il m'a trouvé chez moi. Il m'a dit, ben, Moussa, j'ai envie vraiment d'intégrer les supporters du Sénégal. Je lui ai dit, ben, les supporters du Sénégal, c'est pour tout le monde. Il repose désormais au cimetière de Linguère-Koumba. Il laisse derrière lui une épouse et des bouts de bois de Dieu. Et puis en football, le joueur Pape Seydou Ndiaye quitte le championnat du Sénégal. Le gardien de but international de 28 ans rejoint un club danois. Pape Seydou Ndiaye, 2 fois champion du Sénégal en 2018 et 2019, s'offre une opportunité de revenir dans la tanière. MMA, le chaos infligé à Bombardier ne doit être en aucun cas un frein à l'intérêt des lutteurs sénégalais à intégrer cette compétition. C'est l'avis de l'ancien combattant basé en Suisse, Rocky Balboa. Cher Sadibou Diarra. Bombardier allongé de tout son poids sur le bord de la cage. Le lutteur a été mis KO lors de son 3e combat en Mixed Martial Arts MMA. Un sort qui peut arriver à tout pugiliste en dépit de sa carrure, son talent, sa tactique. Ça peut arriver à tout le monde. Mike Tyson, Mayweather, tous les champions qui ont pris un KO, après ils ne se rappellent même pas de ce qui s'est passé. Donc ça peut arriver à tout le monde. Bombardier n'a pas démérité, il a fait un très beau combat. Parce qu'à la cage, c'est pas facile, les amis. Et les MMA, c'est pas facile. Le MMA, art mixed art, c'est pas tout le monde qui ose rentrer dans la cage. Donc bravo à mon frère Bombardier. Continue comme ça, dans sa lancée. Tu es un grand champion. Un revers qui relance le débat sur l'avenir des lutteurs sénégalais en MMA. Pour Rocky Balboa, il ne court aucun risque. Il s'offre même une ouverture sur l'international. Parce que les MMA peut qu'apporter du bien à la lutte sénégalaise. Donc il faut arrêter de critiquer les MMA et favoriser la lutte sénégalaise. C'est 2 sports différents. Donc s'il vous plaît les gars, les MMA ne fait aucun mal à la lutte sénégalaise. Au contraire, ça peut le développer et l'exporter en Europe. Donc, frères d'art et combattants, les MMA n'est pas un danger pour le Sénégal. Plein de lacunes à l'image de Bombardier, sans garde face à son adversaire, les lutteurs sénégalais vont devoir plus se perfectionner avant de se lancer en MMA. Plus de salles d'entraînement ou même un championnat local peuvent être bénéfiques. Merci beaucoup, cher Sadibou. Sur l'international, poursuite contre Yaya Jammeh, l'ancien procureur de la CPI salue le travail de la commission Vérité et Réconciliation en Gambie. Selon Fatou Bensouda, il appartient désormais aux autorités gambiennes d'appliquer les recommandations. Elle s'exprimait en marge d'une conférence internationale tenue à Dakar, Justice pour les crimes internationaux. Le reste de l'actualité internationale marquée par le coup d'État au Soudan, le récit de Daniel Diouf. Le représentant spécial de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Mali, déclaré persona non grata pour agissements incompatibles avec son statut, c'est ce qu'a annoncé lundi la télévision publique. Le diplomate ouest-africain a 72 heures pour quitter le pays, affirme le communiqué gouvernemental. Le document notifie que cette décision intervient après plusieurs mises en garde adressées à l'intéressé à travers sa hiérarchie. Et selon Jeune Afrique, Bamako l'accuse de tentative de déstabilisation. Hamidou Boli a été convoqué dans la matinée de ce lundi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Mali. Coup d'État militaire au Soudan ce lundi. Après des semaines de tensions entre autorités civiles et militaires, des dirigeants ont été arrêtés par des hommes armés non identifiés. Le général Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige le Conseil de souveraineté, a dissous cette instance de transition et le gouvernement. L'état d'urgence décrété dans l'ensemble du pays. Parmi les autorités arrêtées, le Premier ministre, de nombreux manifestants dans les rues de la capitale Khartoum, les syndicats qui appellent à la désobéissance civile, des affrontements entre pro-civils et pro-militaires ont déjà causé la mort de 3 personnes et plus de 80 blessés. Le Gabon veut faire de son potentiel gazier un véritable levier de sa croissance économique. Le sommet sur le pétrole, le gaz et la transition énergétique de Libreville s'inscrit dans ce cadre.
Il vise à réduire la dépendance du pays de l'importation des produits finis et amorcer le basculement vers une énergie propre. Le Gabon a pris conscience de ce que la transition énergétique passe par l'utilisation beaucoup plus accrue du gaz, selon le ministre du Pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures et des Mines. Le pays n'avait pas d'infrastructure au départ, mais aujourd'hui, tous les efforts sont entrepris pour aller dans cette voie, souligne le ministre du Pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures et des Mines du Gabon. Les ressources de l'État pourraient positivement être impactées, selon la représentante résidente de la Banque mondiale au Gabon. Le Gabon qui détient des réserves de gaz naturel prouvées, 29 milliards de mètres cubes essentiellement sous forme de gaz associé, mais n'en fait actuellement qu'un usage limité. Presque 90% de sa production est réinjectée dans le sous-sol ou brûlée, faute de débouchés économiques. Merci Daniel, voilà c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un tout petit instant, la suite de Soir d'Info avec Marcel Farban Maroun ce soir qui reçoit Madame Fatou Sossar. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.